le premier cas de figure que nous allons étudier, c'est le cas d'une miscibilité totale à l'état solide, c'est-à-dire ce sont deux solides qui se mélangent parfaitement. On parle alors de solution solide idéale, c'est le terme employé. Ce cas de figure ne peut se produire que si les deux solides ont le même réseau cristallin et les mêmes paramètres de maille et le même arête. Un atome de A2 peut donc prendre la place d'un atome de A1 et inversement dans le réseau cristallin. Donc on a un réseau cristallin bien formé dans lequel on peut placer soit des atomes de A1, soit des atomes de A2 de manière indifférente. Donc les conditions à respecter, c'est un même système de cristallisation, par exemple cubique face centrée, une arête de maille identique et un rayon métallique quasi identique pour pouvoir permuter un A1 par un A2 ou inversement. Donc il y a beaucoup de conditions à vérifier, donc il y a assez peu d'alliages métalliques qui ont cette propriété-là. On peut citer l'or et l'argent, qui sont tous les deux des cubiques face centrés, avec une arête de maille de 408 picomètres et un rayon métallique proche de 144 picomètres pour les deux. Et dans ce cas-là, le diagramme binaire ressemble à celui-ci. Je trace ici la température en fonction de la proportion en masse W2. Et on a une zone supérieure dans laquelle il y a le liquide, une zone inférieure dans laquelle il y a le solide, et entre les deux, une zone dans laquelle on peut avoir équilibre de liquide et de solide. La frontière supérieure s'appelle le liquidus, et la frontière inférieure s'appelle le solidus. Je rappelle que T1 étoile, c'est la température de fusion du corps pur 1, et T2 étoile, c'est la température de fusion du corps 2 pur. On peut dire aussi que le liquidus, c'est le début de cristallisation du mélange liquide. Par exemple, ici, quand on a un liquide et que l'on refroidit, dès qu'on arrive au liquidus, c'est là qu'ils se forment les tout premiers cristaux. À l'inverse, le solidus, c'est quand un solide est réchauffé, on augmente sa température. En arrivant sur le solidus, les toutes premières gouttes de liquide se forment. C'est le début de fusion. Alors on va prendre ici un exemple de lecture du diagramme et on va partir d'un liquide au niveau du point M. Donc là on a un liquide homogène, les deux corps A1 et A2 sont bien mélangés et l'on refroidit progressivement jusqu'à arriver au point N. Au point N, on va avoir un début de solidification. Pour avoir la composition du solide des tout premiers cristaux se formant, on trace une horizontale, forcément, puisque le solide et le liquide sont en équilibre et à la même température. Et cette horizontale ici nous donne un point que j'ai appelé N', et N' va nous donner la composition des tout premiers cristaux de solide. Je trace donc la verticale pour obtenir ici à peu près 0,9. Donc les tout premiers cristaux de solide seront à 90% formés de A2. Ensuite, on continue à refroidir. Et comme on l'a vu tout à l'heure, quand le solide est homogène, il est compté comme pour une seule phase. Et à ce moment-là, on peut faire varier la température tout en continuant à effectuer une transition de phase. Et donc on peut abaisser la température progressivement du point N jusqu'au point P, tout en continuant à faire la transition de phase. La transition de phase ne se fait pas à température constante. J'ai pris un point intermédiaire ici, quand je diminue progressivement la température, que j'ai appelé O. Au point O, je trace l'horizontale et j'obtiens O', qui est l'intersection de l'horizontale avec le liquidus, et O seconde, qui est l'intersection de l'horizontale avec le solidus. O', le W correspondant, me donnera la proportion de A2 dans le liquide. Et O seconde, le W correspondant, me donnera
la proportion en A2 dans le solide. Là forcément, comme le solide ici, qui a commencé à se former, est plus riche en A2 que le point M d'origine, que la proportion d'origine, ça veut dire que le solide s'est formé principalement de A2, et donc, en conséquence, que le liquide s'est appauvri en A2. Ce qui explique pourquoi le liquide qui reste à cet instant-là est plus pauvre en A2 qu'il ne l'était au départ. Mais la proportion globale sur l'ensemble liquide plus solide est toujours la même, elle est toujours à 0,6. C'est juste que le solide a plus de A2 et moins de A1, et le liquide c'est l'inverse. On continue à baisser la température et on arrive au point P. Au point P, c'est le liquide qui a quasiment entièrement solidifié, et les toutes dernières gouttes de liquide ont la proportion de P'. Comme le solide s'est fait principalement en A2, il y a de moins en moins de A2 dans le liquide, et donc les dernières gouttes de liquide sont très appauvries en A2. Et puis après, on abaisse encore la température, et on se retrouve au point noté Q ici, de solide. On peut voir comment évolue la température en fonction du temps quand on fait cette opération-là. Alors on va faire l'opération en refroidissant, mais en enlevant toujours la même quantité d'énergie par seconde pour effectuer le refroidissement. Au départ, quand on passe de M à N, on a juste une diminution de température sans transition de phase. Donc la température baisse assez rapidement. L'énergie mise en jeu, c'est la capacité calorifique fois delta T. Et la capacité calorifique, c'est la masse M1 fois la capacité massique C1, plus la masse M2 fois la capacité massique C2. Mais entre N et P, on a progressivement une transition de phase, en l'occurrence une solidification, et la solidification libère de l'énergie. Ce qui fait que ça va se refroidir moins vite. Donc l'énergie enlevée sert à la fois à abaisser la température, en partie, mais aussi en partie à faire la solidification. Et puis arrivé au point P, il n'y a plus de liquide, la transition de phase est terminée, et donc à ce moment-là, il ne reste plus que du solide, et le solide se refroidit. Voilà, donc c'est ce que j'ai noté ici dans le texte. Et donc j'ai fait la remarque sur la solidification, donc qui libère de l'énergie. On appelle ça aussi l'enthalpie de transition de phase, ce qui explique le fait que la température s'abaisse moins vite. Alors on peut citer au passage le théorème des moments, dont la démonstration est faite en annexe à la fin, qui quantifie la proportion de solide, donc A1 plus A2 solide, comparée à la proportion de liquide. Donc j'ai pris un point intermédiaire M à une température donnée, donc intermédiaire entre le tout liquide ou le tout solide, et je trace l'horizontale. On appelle ça aussi le théorème de l'horizontale. Je trace l'horizontale, et l'intersection avec le liquidus me donne le point que j'ai appelé L, et l'intersection avec le solidus me donne le point que j'ai appelé S. Le théorème des moments est le suivant, c'est un peu un théorème de Barry-Sand, c'est que la masse de solide que l'on a fois la distance ms plus la masse de liquide que l'on a fois la distance ml algébrique est égale à 0. Ce qui signifie que si le point M est plus proche de S que de L, donc la distance ms est plus petite que la distance ml, et donc la masse de solide est plus grande que la masse de liquide. C'est logique, si on est plus proche du solidus, donc petit segment ici, ça veut dire qu'on est plus proche du solide entier,
et donc on a plus de solide que de liquide. C'est comme ça qu'on peut, de manière mnémotechnique, se souvenir de la relation. Ça nous donne aussi que la masse ms est égale à la masse totale que l'on avait mis au départ, que j'ai appelé m0, donc c'est la masse totale liquide plus solide, fois Lm sur Ls, donc sur la longueur totale. Alors pour s'en souvenir et apprendre la formule dans le bon sens, on peut se dire dans ce cas-là que le point M est plus proche du solide, donc il y a plus de solide. Donc pour avoir la masse de solide, je prends le plus grand des deux segments, c'est-à-dire Lm, divisé par la longueur totale. Et pour avoir la masse de liquide qui est plus petite, puisqu'on est plus loin ici du liquide, donc la masse de liquide qui est plus petite, c'est la masse totale fois le plus petit segment ici, divisé par le segment total. Alors bien sûr, ce cas de solide miscible idéal, c'est pas le cas général, loin de là. On va maintenant passer aux solutions solides. Donc les solides sont toujours miscibles, mais la solution est non idéale. Le mélange est non idéal. Cela correspond à un cas de figure pour lequel on a toujours le même réseau cristallin, par exemple tous les deux cubiques face centrée, mais pour lesquels les paramètres géométriques peuvent être différents. Donc les solides vont réussir à bien se mélanger de manière homogène, mais les propriétés de solidification vont être un peu différentes. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'alliage entre l'or et le cuivre, qui ont tous les deux une structure en cubique face centrée. Par contre, le rayon atomique du cuivre, c'est 128 picomètres, alors que pour l'or, c'est 144 picomètres. On peut voir ici qu'il n'y a pas une grosse différence, mais il y a une différence quand même. Et la particularité, c'est que le diagramme binaire, qui représente donc la température en fonction de W2 ou de X2, comme on veut, est un peu différent et il présente un minimum, ici qu'on appelle le point I, le point indifférent. On a un solidus qui va avoir un minimum et qui va remonter ici, et puis un liquidus qui va avoir deux fuseaux, donc qui part de T1 étoile pour aller jusqu'à I, et qui va repartir de I pour aller jusqu'à T2 étoile. La partie supérieure représente une zone dans laquelle il n'y a que du liquide. La partie inférieure représente la zone dans laquelle il n'y a que du solide. Et l'intérieur des deux fuseaux, ici, entre le liquidus et le solidus, c'est la zone où il y a du liquide plus du solide, en équilibre. Il y a un deuxième fuseau de l'autre côté, ici. J'ai fait le choix de mettre x2, la proportion en mol en abscisse, mais j'aurais très bien pu mettre la proportion en masse en abscisse. Ça, après, c'est une question de choix, les deux sont possibles. Alors, on va lire ce diagramme et interpréter des courbes de refroidissement. Et j'ai pris deux cas de figure. Le premier cas de figure pour lequel on est parti d'un point M qui a cette composition x2, donc on est à peu près, je sais pas moi, à 0,3 on va dire, ou 0,25, x2 égale 0,25. Et je pars d'une température élevée avec deux liquides bien miscibles. Je baisse la température et arrivé au point N, on va commencer à avoir un début de solidification. Les tout premiers cristaux de solide ont la propriété du point que je pourrais appeler N'. Donc j'ai juste à tracer l'horizontale ici. Et ce point N', qui serait en face du point M au niveau de l'horizontale, me donne les caractéristiques des tout premiers cristaux de solide qui se forment. Et puis en continuant à baisser la température, donc le solide se forme de plus en plus, le liquide est de moins en moins présent, mais la transition de phase se fait à température variable jusqu'au point P. Au point P, je n'ai plus de liquide, ou j'ai la toute dernière goutte de liquide. La toute dernière goutte de liquide aurait la caractéristique donnée par l'horizontale. Alors je trace l'horizontale ici, et ce point-là, P secondes,
me donnerait le W2 de la toute dernière goutte de liquide qui disparaît. Et puis en dessous du point P, je peux diminuer la température jusqu'au point noté Q. Et là, on est dans la zone complètement solide. Ce qui me donne une variation de température qui est la suivante. Au départ, il y a du liquide tout seul. Ensuite, il y a du liquide plus du solide qui se forme progressivement, mais la température baisse progressivement du point N jusqu'au point P, donc la température Tn jusqu'à la température Tp. Et puis après, quand on arrive en dessous du point P, donc entre P et Q, on n'a que du solide dont la température peut à nouveau baisser assez rapidement, parce qu'on n'a plus de transition de phase. Et puis il y a un point très particulier, une proportion très particulière, qui est WI. Donc je peux noter ici WI, ou plutôt ce serait plutôt XI d'ailleurs. XI, la proportion en mol du point I, et je pars d'un point H qui est juste au-dessus de XI. Au départ, on n'a que du liquide jusqu'au point I, et là, la transition de phase se fait au point I. Mais on peut remarquer également qu'en dessous du point I, c'est du solide, uniquement solide sans liquide. Donc en fait, on est obligé d'attendre sur le point I que la transition de phase se fasse. Parce qu'un petit epsilon au-dessus du point I, tout est liquide, et un petit epsilon en dessous du point I, tout est solide. Donc on ne va pas passer d'un seul coup à un liquide complet à un solide complet, puisqu'il faut quand même enlever une certaine quantité d'énergie pour pouvoir faire la transition de phase. Donc dans ce cas-là, la température va rester constante égale à TI pendant tout le temps que se fait la transition de phase. Donc la température TI, c'est la température qui est en face ici. Ça nous donne donc une courbe de changement de température qui est la suivante. Du point M jusqu'au point I, il n'y a pas de transition de phase, il n'y a que du liquide. Ensuite, la transition de phase se fait à la température TI, mais la température ne peut pas baisser tant qu'il reste du liquide. Donc, la transition de phase se fait à température constante, c'est une exception ici. Et quand il n'y a plus de liquide, à ce moment-là, la température peut baisser.